Alors, il va faire une introduction brève. Alors, Jessica Gay-Collitter, est heureuse de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et elle va faire sa présentation en français dans le canal principal. Alors, tu as un bac en agronomie de l'Université Laval en 2012. Dès l'obtention de son diplôme, elle est engagée comme experte conseil depuis ce temps-là en production bovine par la Coop fédérée. En 2014, Jessica devient la première employée de Petit Bœuf, une entreprise qui est constituée afin d'offrir un suivi technique et commercial exclusivement aux producteurs de bovins du Québec. Jessica conseille 12 parcs d'engraissement qui produisent environ 22 000 têtes par année, de même que 135 Jessica coordonne également les activités commerciales à Promix ou de Promix, un partenariat de solio-agriculture où elle vend plus de 8 000 tonnes de mélanges formulés selon les valeurs nutritionnelles de divers sous-produits alimentaires. Alors, Cédric est en train de finir de lire ses notes que je viens d'étudier en français. Alors, je n'ai pas besoin de cliquer sur pas besoin de cliquer sur le français parce qu'elle va faire sa présentation dans le canal principal en français avec ses diapos en français. Good. Donc, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici avec vous là, ce midi pour vous parler des pâturages. Dans le fond, là, ce que je vais faire pendant les prochains 40-45 minutes, je vais essayer de vous démontrer que les pâturages sont vraiment un facteur de rentabilité pour une entreprise vache-veau. Donc, en effet, là, les pâturages ont une grande importance pour les entreprises vache-veau, entre autres parce qu'ils permettent de diminuer les coûts d'alimentation du troupeau. Ils permettent aussi de diminuer la charge de travail par vache. Plus on les fait travailler pour nous au champ, plus on diminue notre charge de travail pour s'occuper du troupeau. Donc, les vaches, je dis toujours que c'est nos meilleurs employés. Donc, il faut les faire travailler le plus longtemps possible et le plus efficacement possible. La manière que je vais procéder pour la présentation, je vais commencer par vous présenter 3 scénarios. C'est à partir de ces 3 scénarios-là que je vais vous démontrer l'économie qu'il peut y avoir à avoir des bons pâturages. Donc, les trois scénarios sont déclinés en 3 types de pâturages qui vont avoir des rendements différents. Donc, par le fait même des durées de paisance qui vont être différentes. Puis, la superficie, bien entendu, nécessaire pour faire ces pâturages-là sera différente en fonction du scénario que je vais vous apporter. Je vais vous faire une légère mise en contexte, puisque pour faire ces scénarios-là, il a fallu que je me base sur un troupeau type que j'ai inventé un peu de toutes pièces, là, mais qui me permet de faire mes calculs économiques. Donc, c'est un troupeau de 100 vaches. Les vaches ont un poids moyen de 1500 livres. J'ai considéré que ces 100 vaches-là allaient produire 94 veaux vivants. J'ai établi une date de vêlage au 1er mai, une date de sevrage au 15 novembre. Puis, j'ai considéré qu'on allait faire une vente de veaux, de ces veaux-là, au 15 janvier, donc 60 jours après le sevrage. Parfait. Donc, je vous décris aussi un peu mes 3 scénarios. Donc, dans le premier scénario, on est avec des pâturages en rotation qui sont peu productifs. Donc, les rotations sont sur une longue période. Ils ne sont pas changés souvent de parcelles. Dû à cette moins bonne productivité-là, eh bien, j'ai considéré dans mon scénario 1 qu'on devait alimenter les vaches au champ avec les veaux pendant 7 jours durant toute la saison de paisance. Donc, que ce soit un 7 jours consécutif ou que ce soit 7 jours entrecoupés, j'ai considéré que pendant 7 jours, durant l'été, les périodes les plus sèches, on devait aller donner du foin aux animaux dans le pâturage.
Mon scénario 2, tant qu'à lui, c'est plutôt un pâturage en rotation modérée. Donc, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de rendement. Donc, on n'aura pas besoin d'aller alimenter le troupeau durant l'été, mais notre saison de paissance va quand même être plus courte que si on était plus intensif. Donc, le scénario 3, lui, c'est vraiment mon scénario que je vais appeler mon scénario idéal. Donc, c'est un pâturage en bande qui est plus intensif, qui va nous permettre vraiment d'allonger notre période de paisance, puis qui va nous permettre aussi, bien entendu, de ne pas alimenter les vaches durant l'été. Donc, ce que je fais, c'est que je vais commencer par vous introduire les scénarios côte à côte dans un tableau. Puis ce tableau-là, je vais le reprendre tout au long de la présentation. Puis je vais y ajouter des lignes pour qu'on puisse rendre les chiffres un petit peu moins lourds, mais qu'on puisse quand même voir tous les calculs qui ont été faits là, pour arriver à mes résultats. Donc, comme on voit ici dans la première ligne du tableau, bien, on a la date de mise au pâturage. Donc, d'un scénario à l'autre, je n'ai pas tenu compte nécessairement qu'on mettait les vaches plus tôt si on avait un pâturage plus productif. Donc, pour rendre le calcul un peu plus facile, j'ai considéré qu'au 23 mai, un printemps relativement normal ou hâtif, du moins au Québec, on met les vaches au pâturage avec les veaux au 23 mai. Ensuite, là, je suis allée vraiment avec la date de retrait en fonction de la productivité du pâturage. Donc, le scénario numéro 1, là, on retire les vaches quand même assez tôt, donc au 2 septembre, versus à l'opposé au scénario numéro 3, où ce qu'on les enlève des pâturages le 4 novembre, puis le scénario mitoyen au 23 septembre. Donc, à l'avant-dernière ligne, ce qu'on peut remarquer, c'est le nombre de jours de paisance. Donc, si on calcule là, ici du 23 mai au 2 septembre, en réalité, ça donne 103 jours. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 7 jours qu'on doit aller les alimenter. Donc, j'ai considéré un vrai nombre de jours de paisance de 96. Le scénario 2, je n'ai pas besoin de les alimenter. Donc, c'est en continu, 124 jours. Puis le scénario 3, c'est 166 jours. Donc, à ma dernière ligne ici, bien, ça nous laisse le reste de l'année, le nombre de jours qu'on doit les alimenter avec un fourrage récolté. Donc, 269, 241 jours et 199 jours. Donc, là, maintenant, je suis rendue à calculer, là, on le sait combien de jours au pâturage nos animaux vont passer. Là, je vous ai dit le nombre de jours qu'on devait avoir à les alimenter. Là, je cherche à savoir combien de tonnes d'aliments récoltés je vais avoir de besoin pour alimenter mon troupeau quand ils ne sont pas au pâturage. Donc, là, je vous ai fait une première diapo qui explique vraiment tous mes calculs, mais inquiétez-vous pas, je n'irai pas vous présenter les 3 scénarios parce que c'est assez lourd de chiffres, mais je voulais quand même vous démontrer comment mes calculs avaient été faits. Donc, scénario numéro 1, j'ai pris ce scénario-là pour faire mes calculs. Bon, j'ai des vaches en lactation. J'avais dit tout à l'heure que mes vaches veillaient au 1er mai puis que je les sortais au 23 mai au pâturage. Donc, il va y avoir une petite partie avant la mise au pâturage où je vais devoir les alimenter puis qu'elles vont être en lactation. Puis quand je vais les sortir du pâturage, elles vont encore être en lactation car les veaux ne seront pas sevrés. Donc, les vaches en lactation, j'ai calculé avec le poids moyen de ma vache là, que j'avais dans mon troupeau, un 17 kg de matière sèche consommée pendant 104 jours. Les veaux sous la mer, on les alimente pendant 81 jours à 3,75 kg de matière sèche. Les vaches taries, une fois qu'ils sont taris, là, après le sevrage des veaux, bien sûr, on est rendu à l'automne et à l'hiver, donc on les alimente pendant 165 jours à 12,25 kg de matière sèche. Puis, j'ai mes veaux préconditionnés, mes veaux sevrés, que j'ai sevrés au 15 novembre, mais que je vais vendre uniquement le 15 janvier. Ceux-là, ben, ils vont manger en fourrage, en foin récolté, 5,25 kg de matière sèche pendant 60 jours. Ce n'est pas tout ce qu'ils vont manger. J'ai considéré vraiment juste le fourrage récolté parce que je considère qu'ils vont manger là, une moulée ou un grain en plus du fourrage. Fait que là, j'ai vraiment juste calculé le fourrage. Fait que quand on a calculé tout ça, ça me donne un 442 tonnes de matière sèche
que mes animaux vont manger pendant les 269 jours que je vais devoir les alimenter, puis qui ne seront pas au pâturage. Ce 442 tonnes-là, j'ai voulu, de matière sèche, j'ai voulu vous le faire de façon un peu plus visuelle. Donc, je l'ai reporté en nombre de balles rondes, donc des balles rondes de 500 kg, en moyenne à 60 de matière sèche. Donc, c'est 1472 balles au total. Fait que ici, dans le fond, c'est vraiment tous les détails de mon calcul. Là. Je ne veux pas nécessairement faire ça ligne par ligne, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, du 1er mai au 23 mai, avant qu'on les sorte, c'est des vaches en lactation. Les 7 jours durant l'été, qu'on doit aller les alimenter aussi, je les ai ajoutés. J'ai ajouté cette consommation de matière sèche-là, autant pour les vaches que pour les veaux. Les veaux sont plus petits à ce moment-là, donc ils mangent un petit peu moins. Ensuite de ça, la sortie du pâturage au 2 septembre jusqu'au 15 novembre, quand on va sevrer les veaux, c'est encore des vaches en lactation. Donc, ils mangent 17 kg de matière sèche. Puis, j'ai calculé les veaux aussi qui ne sont plus au pâturage, eux autres non plus, puis qui ont grossi un peu par rapport à l'été. Donc, ils vont manger un petit peu plus. Puis, vraiment, là, notre durée de tarissement, nos vaches taries du 16 novembre au 30 avril, parce qu'ils vont reveiller au 1er mai, eh bien là, ils consomment un petit peu moins. Puis, mes veaux, pendant mon préconditionnement, comme je disais tout à l'heure, le 5,25 kg de fourrage, d'ensilage, ça ne compte pas la moulée ou le grain qu'on pourrait leur donner. Donc, j'arrive vraiment à mon 442 tonnes juste ici. Fait que j'ai fait ce calcul-là en réajustant tous mes dates pour les scénarios 2 et les scénarios 3. Ce qui fait que je reprends mon petit tableau de tout à l'heure. J'ai enlevé les dates en haut là, pour alléger un peu le tableau. J'ai reporté mes nombres de jours de paissance qu'on s'était discuté tout à l'heure, mes nombres de jours pour alimenter le troupeau. Puis là, tout mon calcul que je vous ai présenté, bien là, je l'ai fait pour mes 3 scénarios, puis j'ai mis les quantités de fourrage récolté en tonnes de matière sèche que je vais avoir besoin de récolter pour nourrir mes animaux quand ils ne sont pas au pâturage. Donc, 442 tonnes, comme j'ai dit tout à l'heure, un 385 tonnes pour le scénario 2, puis un 290 tonnes. Encore une fois, je l'ai rapporté là, en nombre de balles rondes là, que j'ai estimé ici à 50 kg, à 500 kg, pardon, puis une matière sèche de 60 Donc, ça donne une idée un peu. Bien entendu, c'est logique. Plus longtemps on est au pâturage, moins on va avoir besoin de foin à leur nourrir durant le reste de l'année. Ensuite de ça, maintenant qu'on sait la quantité de foin que je vais avoir à récolter, on sait aussi le nombre de jours qui vont être au pâturage. Là, maintenant, je dois déterminer la superficie de mes pâturages que je vais avoir de besoin. Donc là, j'ai mes scénarios encore que je reprends un par un. Dans mon pâturage en rotation peu productif, mon scénario numéro 1, bien là, j'ai vraiment estimé un rendement de mon pâturage. Fait qu'un rendement en tonnes de matière sèche consommée par hectare. Dans ce cas-ci, j'ai l'évalué à 2 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, là, j'ai évalué mes besoins pour ma saison de paisance. Donc, j'ai 100 couples vaches-veaux qui vont manger les deux ensemble 21 kg de matière sèche. Pendant 96 jours, parce que mon scénario 1, on a dit que c'était 96 jours de paisance, j'ai besoin de 202 tonnes de matière sèche durant ma saison de paisance pour alimenter mes animaux à l'herbe fraîche. Donc, ma superficie nécessaire, un petit calcul pas trop compliqué, mon nombre de tonnages divisé par mon rendement, ce qui fait que pour mon scénario numéro 1, c'est 101 hectares de pâturage que je vais avoir besoin pour mes 96 jours de pâturage. Même chose pour le pâturage, le scénario numéro 2, mais là, j'ai augmenté un peu le rendement parce que j'ai dit que mon pâturage avait des rendements un peu supérieurs, puis que mes rotations étaient un petit peu mieux, mes rotations étaient modérées et non de longue durée. Donc, mon rendement, je l'ai mis à 3,7 au lieu de le mettre à 2, ce qui fait le même calcul en quantité consommée. Puis là, on le met sur 124 jours parce que mon scénario numéro 2, je laissais mes vaches 124 jours, mes vaches et mes veaux, 124 jours au pâturage. Fait que là, c'est un 260 tonnes d'herbe que ça va me prendre en matière sèche. Je fais le même petit calcul en divisant par mon rendement, ce qui fait que pour le même troupeau, encore que je vais garder encore plus longtemps, le plus nombre de jours, je diminue ma superficie de pâturage nécessaire, juste en augmentant mon rendement. Donc, je passe à 70,3 hectares
pour le scénario numéro 2. Même chose pour le 3. Là, je suis beaucoup plus intensif. Je rotationne beaucoup plus vite dans mes parcelles, ce qui fait que mon rendement augmente. J'augmente à 5,4 tonnes de matière sèche pour mon rendement à l'hectare. Puis là, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est 166 jours de paisance que mes animaux vont avoir. Donc, c'est 348 tonnes de matière sèche d'herbe que je vais avoir de besoin. Même petit calcul. Donc, ma superficie en pâturage pour mon scénario numéro 3, je l'ai évaluée à tout près de 65 hectares. Je reprends mon tableau encore pour comparer côte à côte les 3 scénarios. Donc, mes jours de paisance, mon nombre de jours à alimenter le troupeau, ma quantité que j'ai reportée encore en tonnes de matière sèche et en balles rondes. Là, je suis allée ajouter à mon avant-dernière ligne, juste ici, la quantité d'herbe nécessaire au pâturage que j'ai calculé dans mes 3 dernières diapos. Donc, 202, 260 puis 348 tonnes de matière sèche. Et je suis allée mettre côte à côte mes superficies là, que vous avez déjà vues dans mes 3 diapos. Je les ai mis côte à côte dans le tableau. Fait que là, on est rendu là dans nos évaluations. Puis là, c'est facile de remarquer que des 2 scénarios extrêmes, scénario 1 versus scénario 3, c'est facile de remarquer que ça va nous prendre beaucoup plus de superficie dans le scénario 1. Premièrement, parce que la superficie en pâturage est plus grande. Puis deuxièmement, parce que j'ai plus de foin à récolter. Donc, automatiquement, je vais avoir besoin d'une plus grande superficie aussi pour mon fourrage récolté. Fait que là, c'est ça qu'on est rendu à calculer. On est rendu à déterminer c'est quoi la superficie que ça va me prendre pour produire mon fourrage récolté selon le scénario de pâturage. Fait que c'est ma prochaine étape. Étant donné que je n'avais pas nécessairement de chiffres très officiels là, sur les rendements des prairies au Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai fait mon possible. Je suis allée chercher des chiffres au Québec, mais j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la frontière du Nouveau-Brunswick. Donc, nous, on a la financière agricole du Québec qui nous donne à chaque année, selon les stations météorologiques, les rendements des prairies. Donc, je suis allée chercher la région du Témiscouata-sur-le-Lac, qui est vraiment tout près de la frontière du Nouveau-Brunswick, là, tout pas loin d'Edmundston. Donc, selon la financière agricole, ça, c'est le rendement en tonnes de matière sèche sur 3 coupes qu'on peut aller chercher dans cette région-là. Donc, on est à 3,82 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment, ma présentation, c'est pour donner une idée des calculs que j'ai faits, mais bien entendu, il est toujours possible de reprendre ces calculs-là et de mettre vos chiffres à vous, vos rendements estimés dans vos champs. Là, pour les besoins de la cause, j'avais besoin d'utiliser un chiffre, donc je suis allée chercher ce que je pensais le plus fidèle, mais ça donne quand même une bonne idée là, de la différence entre les scénarios. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée reprendre mes tonnages que j'avais besoin de récolter selon mes scénarios et je les ai simplement divisés par mes rendements estimés pour mes prairies. Donc, ça m'a permis de connaître ma superficie que je vais avoir de besoin en prairie, finalement, pour faire mes balles de foin ou en tout cas pour faire mon ensilage récolté. Fait qu'on voit quand même ici aussi une grande différence là, entre les scénarios. Donc, on reprend encore une fois mon fameux tableau, puis on y rajoute une ligne, même 2 lignes en fait. Tout ce début de tableau-là, vous l'avez déjà tout vu. Donc, là, j'avais dit ici l'avant-dernière, avant-dernière ligne ici. On avait dit 101 hectares pour le pâturage ici, 70 puis tout près de 65. J'ajoute à ça mes superficies en prairie que je viens tout juste de calculer. Donc, un peu plus de 115, un peu plus de 100 hectares et un peu plus de 75 hectares pour ma superficie en prairie, ce qui me fait mes superficies totales. Donc, ce que j'ai besoin au total en superficie pour nourrir mes animaux à l'année en prairie, en foin récolté et en pâturage, selon si j'ai des pâturages productifs ou moins productifs. Donc, ça donne une idée un peu, là, grosso modo, de la superficie totale.
Fait que maintenant qu'on a vu qu'est-ce que les vaches ont besoin de manger à l'année, qu'est-ce que mon pâturage m'offre, qu'est-ce que mes prairies m'offrent, c'est quoi mes superficies, là, l'ultime question, c'est de savoir qu'est-ce que ça coûte tout ça. Parce qu'on le sait, depuis les 18 derniers mois, même depuis les 6 derniers mois encore, il y a eu des hausses dans beaucoup de choses. Donc, une hausse marquée dans le prix de la semence, une hausse marquée surtout dans le prix des engrais. Puis, pour avoir un pâturage productif, ben, il ne suffit pas juste de rotationner plus vite ou de changer les animaux plus rapidement de parcelles. Ça demande des investissements aussi. Il faut investir dans du fertilisant. Il faut investir dans une bonne qualité de semence pour aller chercher un rendement optimal de notre plante. Il faut investir dans le chaulage parce que tout comme nos prairies, nos pâturages ont besoin d'avoir un bon pH pour produire efficacement. Donc, avec toutes ces hausses-là, c'était peut-être vrai il y a 3 ans qu'un pâturage productif, c'était rentable. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? C'était ça que je me posais comme question, puis c'est ça que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Donc là, ce que je suis allée faire, il existe ici au Québec un agroéconomiste qui s'appelle M. Guy Beauregard. M. Guy Beauregard, c'est vraiment une référence pour ce qui est des coûts de production dans tout ce qui se produit au Québec, donc les céréales, l'ensilage de maïs, l'ensilage de foin et les pâturages. Donc, lui, à chaque année, il fait des plannings budget pour aller estimer les coûts de production à chaque année. Puis c'est très, très bien détaillé, c'est très, très bien fait. Donc, je me suis fiée sur ces chiffres à lui. Son dernier planning budget date de 2021. Bien entendu, ça n'a pas été fait pour 2022 parce qu'on est au tout début de l'année. Mais ce que j'ai fait, j'ai pris ses méthodes de calcul, j'ai pris ses coûts en général, sauf que je suis allée ajuster les prix d'engrais puis les prix de semences pour être réaliste avec la situation de 2022. Donc, je suis allée chercher ces chiffres. J'ai pris mon premier scénario, qui est mon pâturage qui est peu productif. J'ai considéré que comme il était peu productif, il n'y avait aucun ajout de fertilisant azoté qui était fait à chaque année. Donc, il y avait uniquement une fertilisation qui était faite au moment de l'implantation du pâturage. Puis, j'ai considéré quand même qu'on utilisait de la semence certifiée pour établir notre champ, notre pâturage. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon rendement là, qu'on a vu tout à l'heure. Je suis allée tout calculer les coûts. Donc, les coûts d'intrants, les coûts d'opérations culturales pour l'implantation, les frais de machinerie, le fioul, le tandem, vraiment là, tout ce qui rentre, puis les autres frais, c'est-à-dire les frais de location de terre, les frais de marge de crédit. Vraiment, là, tout est très, très bien détaillé. C'est quelque chose qui est très bien fait. Donc, en ajustant mes coûts pour le fertilisant puis pour la semence, j'arrive à un coût de environ 327 de l'hectare comme coût de production. Comme coût, pardon, total, comme coût à l'hectare. Donc, si je prends ce coût-là puis que je le divise par mon rendement, bien, mon coût de production de mon pâturage, en fait, là, il coûte à peu près 163 par tonne de matière sèche. Donc, ça, c'est mon coût de production pour mon scénario numéro 1. J'ai reproduit les mêmes choses pour scénario 2 et scénario 3, toujours avec des prix ajustés là, pour l'engrais pour les semences pour 2022. Sauf que là, dans mon scénario numéro 2, étant donné que mon pâturage est un peu plus productif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré qu'on faisait une application annuelle de fertilisant azoté au printemps, ce qui nous permettait d'apporter un 50 unités d'azote au printemps. Donc, on donnait un petit boost au printemps à nos pâturages pour essayer d'aller augmenter nos rendements. Fait que ça, bien sûr, ça va avoir un impact direct sur les coûts, étant donné que les fertilisants sont quand même assez dispendieux. Donc, on parle de notre rendement tantôt de 3,7 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et tous mes coûts reliés à mon pâturage, là, on est rendu à 467 par hectare. Donc là, on remarque qu'on a quand même là, 100, j'étais avant ça là, à peu près à 320, 330. Donc là, on est à 130 de plus l'hectare. Mais étant donné que mon rendement est meilleur, bien, mon coût de production est quand même plus petit.
Donc, c'est là qu'on voit que tous mes coûts fixes sont dilués, étant donné que mon rendement est meilleur. Donc, j'ai passé de 163 $ la tonne de matière sèche pour mon coût de production de pâturage à 126 $. Donc, j'ai quand même une baisse assez considérable, malgré le fait que j'ai fait des investissements puis que ça m'a coûté un peu plus de sous par hectare par année. Donc, mon scénario numéro 3, ben là, on est un pâturage en bande. Fait que oui, on change plus rapidement de parcelle, mais en plus de ça, on y donne une chance. On y donne 2 applications annuelles de fertilisation azotée. Donc, une application au printemps, puis une application durant la saison de paisance, ce qui fait un apport annuel de 100 unités d'azote durant à chaque année. Fait que ça aussi, ça a un impact majeur sur nos coûts. Donc là, on est rendu à 584 $ de l'hectare de coût d'investissement. Mais notre rendement est tellement bon qu'encore une fois, on vient diluer nos coûts fixes, ce qui fait que mon coût de production, au final, il a encore baissé. Même si mon investissement a augmenté, mon coût de production a quand même diminué. Donc là, je suis rendue à un petit peu plus de 108 $ la tonne de matière sèche. Fait que ça me donne une idée un peu de comment calculer votre coût de production pour vos pâturages. Puis là, ben ça, ce coût de production-là, il faut le comparer finalement à comment ça coûte faire du foin, faire des balles rondes. Donc, je suis allée chercher les mêmes plannés budget, mais cette fois-ci pour la production d'ensilage en balles rondes de M. Guy Beauregard. Puis, j'ai encore une fois ajusté les prix de fertilisants et les prix de semences par rapport au prix de 2022. Fait que là, je suis allée vraiment chercher les coûts de production d'ensilage de balles rondes. J'ai rapporté mon rendement que je suis allée chercher à Témiscouata sur le lac. Puis, quand on calcule tous les coûts, puis là, on parle vraiment là, du fertilisant à chaque année, c'est une rotation de 6 ans. On utilise la semence certifiée. On inclut tous ces coûts-là. Bien, on a un coût de environ 975 $ de l'hectare. Fait que si on divise par le rendement, bien, notre coût de production est à peu près à 250 $ la tonne de matière sèche. Donc, en partant, on voit que du pâturage au fourrage récolté, ben on est du simple au double, là, quasiment. Là. À part à quelques dollars près, on est quasiment du simple au double. Parce que dans notre coût de production aussi, ben, on a mis le plastique, on a mis le filet, on a mis l'enrobe, on a mis tout ce qui inclut vraiment la production d'une balle ronde. Donc là, je reprends mon tableau, puis là, mon tableau, je vais y mettre des chiffres économiques, je vais y mettre des dollars, parce que c'est ça qui est intéressant de calculer. Donc, ici, à ma première ligne, c'est encore une fois ma quantité de fourrage récoltée dans mes prairies que j'ai mis en haut. Là, j'ai mis le coût de production qui est égal partout. Donc, j'ai vraiment calculé que mes prairies faisaient le même rendement. Donc, j'ai mis mon coût de production là, que j'ai calculé juste dans ma diapo précédente. Fait que ça me donne le coût total que ça va me coûter. Qu'est-ce que ça va me coûter au final récolter mon 442 tonnes, mon 385 tonnes, puis mon 290 tonnes. Donc, on passe grosso modo de 112 000 $ à tout près de 74 000 $. Puis ça, c'est juste pour le foin qu'on récolte. Ensuite, je suis allée remettre ma quantité d'herbe nécessaire au pâturage que j'avais besoin. Bien entendu, plus je reste longtemps dans mon pâturage, plus je vais avoir besoin de tonnage. Et je suis allée mettre mon coût de production. Celui-là, il est variable parce que je l'ai calculé en fonction du rendement obtenu dans mon pâturage. Donc, celui-là, mon coût de production diminue, plus mon rendement est meilleur. Donc là, c'est un coût en pâturage que j'ai calculé ici. Donc, ici, les différences ne sont pas très, très grandes, étant donné la grande différence qu'on a ici sur les quantités nécessaires. Fait qu'on passe environ des coûts de 33 000 $ à un petit peu plus de 37 000 $. Sauf que quand on additionne les deux ensemble, donc quand on regarde qu'est-ce que ça nous coûte annuellement alimenter tout mon troupeau, autant pour le pâturage que les balles rondes ou le foin récolté, bien là, la différence, elle est assez impressionnante. Donc, on parle de un peu plus de 145 000 $ à une baisse de un peu plus de 111 000 $ annuellement. Fait que ça, c'est des chiffres quand même qui parlent beaucoup. Il y a probablement
des différences plus ou moins grandes, tout dépendant vraiment des rendements que vous avez chez vous, mais en fonction des chiffres que j'ai utilisés, c'est les résultats que j'ai obtenus. Mais ça, tout ça, ça représente quoi au final? Fait que si on parle vraiment d'une extrême à l'autre, donc du 2 tonnes jusqu'au pâturage le plus productif à 5,4 tonnes, bien, grosso modo, ça représente un peu plus de 34 000 de coûts d'alimentation de moins par année. Ça veut dire ça, sur mon troupeau, ben c'est 341 de moins par vache en coût d'alimentation. Puis au final, ben, ça nous prend moins de superficie aussi. Donc, je me libère un total de tout près de 76 hectares de superficie que j'ai besoin de moins pour nourrir mes animaux parce que je suis plus productif dans mes pâturages. Donc, j'ai besoin de récolter moins de foin puis j'ai besoin de moins de superficie en pâturage. Donc, je me libère une superficie. C'est sûr que ce scénario-là, il est très extrême. Là. Passer de 2 à 5,4 tonnes, c'est quand même assez difficile de faire ça en une seule année. Mais si je suis un peu plus conservatrice, puis je me dis, ben, je mets les efforts nécessaires, puis je passe de 2 tonnes à 3,7 tonnes, ben, ça représente quand même tout près de 15 000 en coût d'alimentation de moins par année, c'est-à-dire près de 150 par vache. Puis je me libère encore des superficies. Je me libère un peu plus de 45 hectares de superficie pour alimenter mes animaux. Puis c'est encore plus que ça. Parce qu'au final, en coût proprement dit, ben, on va vraiment épargner nos coûts de distribution d'aliments parce que les jours où ils vont être au pâturage, ben, les vaches se servent elles-mêmes. On n'a pas besoin d'aller leur porter de la nourriture. On n'a pas besoin de partir le tracteur à tous les matins pour aller chercher des balles rondes au champ puis leur donner. L'entretien du site d'alimentation aussi, si les vaches sont au pâturage, ben, on n'a pas besoin de mettre de litière. On n'a pas besoin de ramasser cette litière-là, ramasser le fumier. Donc, c'est des coûts en plus qu'on vient économiser. Puis, même si ces coûts-là sont inclus dans le coût de production du foin, mais il faut penser qu'en temps aussi, ben, on sauve sur le fauchage, le raclage, le pressage, le transport, le plastique, le filet, l'enrobage, l'épandage du fumier, parce que la vache, elle fait tout ça pour nous. La vache, elle fauche, la vache, elle étend son fumier, la vache, elle se nourrit elle-même, elle se sert elle-même de ses aliments. Fait qu'au final, ben, c'est bien du stress qu'on économise en tout et partout. Puis, l'autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre une plage de beau temps pour aller récolter parce qu'elle, la vache, peu importe la température qu'il fait, elle fait sa job puis elle récolte. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, peu importe quelle température, elle se met au travail et elle récolte. Donc, c'est pour ça que les laisser travailler pour nous, ben, c'est encore un grand avantage. Maintenant, je voudrais m'attarder, quand je dis « et encore plus », je voudrais qu'on aille voir avec la superficie. Tantôt, je disais que ça nous libérait de la superficie. Bien, c'est quoi qu'on va faire avec cette superficie-là au final? T'sais? Parce que si on regarde, si on suppose que le 216 hectares ici, pour nos 100 vaches, si on suppose qu'on l'a disponible, cette superficie-là, soit en propriété ou en location, bien, ça veut dire que dans le scénario numéro 1, bien, j'ai besoin de tout près de 2,2 hectares par vache-veau. Puis plus je suis productif, bien, moins j'ai besoin d'hectares par couple vache-veau pour les nourrir. Donc, ces chiffres-là que je veux que vous les reteniez parce qu'on va aller voir si je dispose vraiment de cette superficie-là au total, qu'est-ce que je peux faire avec la superficie en trop si jamais j'améliore mon pâturage? Bien, je pourrais garder plus de vaches. Si l'environnement le permet chez nous, si j'ai les bâtisses pour le faire ou si j'ai la place pour, bien, je pourrais garder plus de vaches. Si j'ai un pâturage, si je suis au scénario numéro 3, là, puis on avait dit tantôt que ça me prenait 1,4 hectares par couple vache-veau pour alimenter mes animaux, bien, le 76 hectares que je me suis libérée en étant plus productif dans mes pâturages, bien, ça me permettrait de garder 54 vaches de plus. Donc, c'est 50 %, ça représente 50 % du troupeau que j'ai actuellement. Je pourrais augmenter mon nombre de vaches. Puis si je suis un peu plus conservatrice, mon scénario numéro 2, ça me prenait 1,7 hectares
de terre pour alimenter mes animaux. Bien, ça me permet, le 45 hectares qui me libère, bien, ça me permettrait de garder 26 vaches de plus dans mon troupeau. Puis si ça ne nous intéresse pas de garder plus de vaches, bien, on peut faire de la grande culture. On le sait, si le terrain le permet, là, bien entendu, si la température le permet aussi dans votre région, bien, on le sait, le prix des céréales est en hausse depuis l'année passée, le soya, le maïs aussi. Donc, si c'est des cultures qui se prêtent bien à votre climat, ben, c'est possible de faire de la céréale, puis de pouvoir vendre cette céréale-là, puis d'aller chercher un revenu de tout ça. Sinon, ben, si vous aviez des terres en location, des fois, on a des terres en location qui sont loin de chez nous, ben, ça peut être une opportunité de peut-être laisser aller cette location-là pour vous enlever des charges à chaque année, des charges de location de terre. Puis si c'est tout à vous autres, ces terrains-là, ben, il y a toujours la possibilité d'être généreux puis de louer quelques terres à un voisin qui aurait besoin de superficie supplémentaire. Donc, c'est des petites pistes là, que je vous offre, là, mais ça donne une idée que les possibilités sont grandes. Puis c'est rendu un beau problème là, quand on a trop de terre et qu'on ne sait pas quoi en faire avec. C'est bien beau tout ça, là, dire qu'on veut améliorer nos pâturages, dire qu'on veut augmenter nos rendements au champ, mais on fait quoi concrètement pour y arriver? Fait que, comme je disais tout à l'heure, la fertilisation, c'est un moyen très efficace puis un moyen clé pour réussir à aller chercher du rendement supplémentaire. Fait que quand on parle de fertilisation, ça peut être bien entendu l'engrais azoté au printemps et puis durant l'été. L'avantage d'y aller avec un engrais azoté plutôt qu'un fumier, surtout durant l'été puis même au printemps, c'est que ça nous permet un retour beaucoup plus rapide des animaux dans la parcelle. Donc, si j'épand du fumier, ben, il faut quand même laisser le temps au fumier de se lessiver. Il faut laisser le temps au fumier qu'il n'y en ait plus sur l'herbe pour envoyer les animaux dedans, la question de salubrité. Avec le fertilisant azoté comme l'urée, on n'a pas besoin d'attendre. On peut y aller beaucoup plus rapidement. Mais par contre, on peut valoriser nos fumiers, bien entendu, fumiers solides, entre autres, qui peuvent être mis à l'automne sur les parcelles une fois que les animaux n'y vont plus. Ensuite, on parle de chaulage. Bien entendu, comme je disais tantôt, le pH de nos pâturages est tout aussi important que le pH de nos prairies. Il faut investir dans le chaulage pour rétablir nos pH, pour aller chercher un potentiel supplémentaire de nos plantes. Ensuite, il y a le sursemis, qu'on appelle ici au Québec le vasage. Ben ça permet vraiment d'aller réintroduire des espèces qui auraient pu avoir disparu dans le temps, qui pourraient disparaître dans le temps, puis qui laisseraient des trous. Donc, au lieu de laisser la place aux mauvaises herbes, on va remettre de la semence sans labourer. C'est une technique qui permet d'aller remettre de la semence au printemps, entre autres, là, vraiment avant la mise au pâturage des animaux. Puis c'est particulièrement utile lorsque les pâturages ne peuvent pas être renouvelés. Ils ne peuvent pas être labourés pour diverses raisons, là, parce que le terrain ne le permet pas, parce qu'il y a trop de roches ou parce que vous êtes trop serré dans vos parcelles, ou lorsque les rotations de culture sont très, très, très longues, lorsqu'on ne laboure pas souvent, ben, on réintroduit des espèces qui disparaissent dans le temps. Bien entendu, il faut privilégier des espèces performantes et tolérantes à la sécheresse. Les dernières années nous l'ont montré. Dame Nature a été féroce durant l'été. Les étés sont secs, les déficits hydriques se font sentir de plus en plus, puis je ne pense pas que ça va s'améliorer dans le temps. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller avec des espèces performantes, comme des luzernes à pâturage. Habituellement, la luzerne, on a tendance à la voir dans les prairies, mais ça fait très bien dans les pâturages aussi. Ça offre un très bon rendement, une très bonne qualité d'aliment, puis ça tolère très bien la sécheresse. On parle aussi de fétuque des prés, brome des prés, c'est des graminées à privilégier dans les pâturages. Pas que j'aime pas la fléole, mais la fléole, elle est vraiment pas du tout tolérante à la chaleur et à la sécheresse, donc elle ne nous permet pas d'offrir des rendements tout l'été. Puis la clé là-dedans aussi, c'est vraiment de multiplier nos espèces dans notre pâturage, de ne pas avoir peur de mettre plusieurs espèces, 4-5 espèces différentes pour vraiment être en mesure d'aller chercher
une plus grande diversité de plantes, mais aussi allonger notre période. T'sais, on le sait, la fétuque, elle est prête. La fétuque dactyle, c'est prêt très tôt au printemps. Puis la fétuque, elle nous donne du rendement plus tard à l'automne aussi. Donc, permet d'étirer notre saison de paisance, d'offrir du rendement plus longtemps. Aussi, quand on veut améliorer nos rendements, il faut avoir un plan de match. Il faut se fixer un plan, il faut se fixer des objectifs pour faire, j'appelle ça tourner nos animaux, mais pour faire changer nos animaux de parcelle. Il faut privilégier des pâturages en bande, privilégier des durées de passage qui sont très courtes. J'ai quelques producteurs qui sont très, très performants dans leur pâturage. Puis eux, là, lorsque l'herbe est abondante, là, au début de la saison, en fin mai, juin, les rotations sont aux 12-24 heures maximum. Donc, 2 fois par jour, au début de la saison, les animaux sont changés de parcelle. Ça nous permet de donner des plus petites parcelles, mais on fait bouger beaucoup plus souvent les animaux. Puis lorsque l'herbe pousse moins vite, en juillet, par exemple, début août, là, on peut étirer la rotation à 24-48 heures maximum. Ce qu'on veut, c'est d'éviter la surpaisance à tout prix. Il faut éviter que les animaux rasent trop près du sol l'herbe. Il faut se mettre en tête, je l'ai souligné, de sortir les animaux quand il reste encore de l'herbe. C'est, je vous dirais, quand on veut faire des changements dans nos pâturages, pour l'avoir vécu avec plusieurs producteurs, c'est le paradigme qui est le plus difficile à changer. C'est l'habitude qui est la plus difficile à faire parce qu'on a l'impression qu'on gaspille si on les sort de la parcelle quand il reste encore de l'herbe. Ça, c'est une photo qu'on voit ici, justement, chez un de mes producteurs que je vous parlais. On s'apprêtait à les changer de parcelle, ces animaux-là. Puis, vous voyez comment il reste du stock, là. Puis, il les changeait quand même. Il allait dans la parcelle suivante. Puis ce producteur-là réussit à avoir des rendements très, très élevés dans ses pâturages. Ce que ça fait de garder de l'herbe au sol comme ça, c'est que ça conserve l'humidité du sol. Donc, quand on a des périodes beaucoup plus secs, quand on a des périodes de déficit hydrique, notre terre reste humide, nos plantes ont la capacité de continuer au moins à se maintenir ou à croître encore un peu. Puis, en faisant cette technique-là aussi, on améliore la qualité de l'alimentation. Parce que nos vaches, en passant rapidement dans notre parcelle, elles vont manger le meilleur. Elles, c'est toujours ça qu'elles font. Elles arrivent dans une parcelle, puis elles vont aller manger la tête des plantes, là où il y a le plus de protéines, là où il y a le plus d'énergie. Versus si on les laisse aller, si on les laisse surpaiser, si on les laisse pâturer trop près du sol, où ce que là, elles vont manger la base de la plante, qui est beaucoup plus faible en protéines, qui est beaucoup plus élevée en lignine et en fibres. Donc, on augmente la qualité de l'alimentation en les changeant de parcelle plus rapidement. Donc, après avoir vu tout ça, vous devez vous demander, OK, c'est bien beau, là, on est-tu capable de faire juste ça dans le sud du Québec ou dans des régions où c'est chaud et qu'il y a une longue durée estivale? Est-ce qu'on est capable est-ce qu'on peut espérer avoir des rendements aussi élevés dans une région comme la vôtre? J'ai mis sur une carte, je sais que vous savez c'est où le Nouveau-Brunswick, là. J'ai juste fait ça pour vous situer vraiment là, plus facilement sur la carte. Puis, je suis allée sélectionner 2 producteurs qu'on a déjà enquêtés dans le passé pour leur pâturage. Donc, un producteur à Saint-Edmond-les-Plaines, qui est vraiment là, dans le nord ici du lac Saint-Jean. Puis, un autre qui est plus au centre du Québec, ici, à Saint-Maurice. Puis, je vais aller vous montrer un peu des rendements qu'on a calculés chez eux, puis des photos qu'on a prises, un peu pour vous montrer que même ici, là, dans le nord, là, on est capable d'aller chercher des rendements drôlement intéressants dans nos pâturages. Donc, mon fameux producteur à Saint-Edmond-les-Plaines, dans le nord du lac Saint-Jean, lui, il fait des pâturages en bande et en rotation. Ses pâturages sont tous drainés. Il fertilise beaucoup et il applique énormément de chaux à chaque année dans ses pâturages. Chez lui, on a calculé un rendement en matière sèche consommée de 4,7 tonnes de matière sèche à l'hectare. Fait que ça, comme vous pouvez voir, c'est une photo qui a été prise le 19 juin 2019. Ça a été une saison très sec en 2019 dans cette région-là. Fait que ça, c'est au début de la saison. Vous allez me dire que c'est normal qu'il y ait de l'herbe comme ça dans le mois de juin,
Sauf que qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que ça, c'est rendu au 3 août. Dans une même parcelle, il y a de l'herbe jusqu'aux genoux. Donc, ça, le 3 août, là, c'était sec encore. Il n'y avait pas eu beaucoup de pluie durant l'été. Puis, on se rend compte à quel point il y a encore de l'herbe. Les animaux, ils ont du stock à manger. Même chose à Saint-Maurice, plus dans le centre du Québec, producteur qui fait du pâturage en bande, des passages très, très courts. Lui aussi, pâturage drainé. Il utilise des plantes performantes. Quand je parlais de luzerne tout à l'heure, là, dans cette parcelle-là, on ne voit pas, mais dans d'autres photos, je vais vous le montrer, il y a des parcelles qui ont beaucoup de luzerne dedans. On a calculé chez eux un rendement de 6,4 tonnes à l'hectare. Ce qui est vraiment beaucoup. C'est encore plus élevé que mon scénario numéro 3 que je vous ai calculé tantôt. Ça, c'est encore une fois dans la même période, 18 juin. On voit qu'il y a de l'herbe. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de. Tout est bien fourni. Ça, c'est cette même parcelle-là, le 2 août. Donc, on voit qu'il ne manque pas d'herbe non plus. Là. Il y en a en abondance. Puis là aussi, ça avait été sec. Le 2019, ça a été quand même un peu sec à grandeur du Québec. Puis, c'est la fameuse parcelle de luzerne que je vous parlais. Donc, on voit qu'il y a du stock, même quand c'est sec. La luzerne est capable de prendre le dessus, est capable de croître. Donc, il reste, maintenant que vous savez que c'est quand même possible de réaliser des beaux pâturages, peu importe la région du Québec ou du Nouveau-Brunswick où on se situe, bien là, il faut bien s'équiper, bien entendu. Je ne dis pas que ça se fait facilement, des pâturages comme ça. Il faut investir du temps, il faut investir de l'argent. Il faut être bien équipé. Donc, les clôtures, important d'avoir des bonnes clôtures, d'avoir des bons équipements pour changer nos vaches de parcelles, vu qu'on les travaille, on les manipule souvent. Le fameux moulinet ici là, va vous être d'une précieuse aide pour changer les animaux là, à tous les jours de parcelles. L'autre photo ici, c'est une photo que j'ai prise chez mon client, le même là, que je vous montrais la photo là, qui restait encore de l'herbe quand il changeait ses parcelles. Fait qu'il s'est fabriqué ça chez eux sur 2 roues. Il va piner ça ici sur son côte à côte. Il y a l'eau ici. Il y a un système, là, il y a des lignes à eau qui sont rigides sur les côtés de ces pâturages. Puis sinon, ben, il y a une ligne, on ne le voit pas très bien, mais il y a un petit tuyau noir ici. Là, il y a une ligne à eau souple. Donc, il va piner ça sur son côte à côte. Il va ouvrir la clôture. Il va traverser son petit chariot ici. Puis les vaches vont suivre. Les vaches suivent le petit chariot. Puis là, une fois le temps qu'il dépine ça, ben, les vaches ils ont toutes transféré de parcelles. Il referme sa clôture. Puis le tour est joué. Puis la top bleue ici, c'est du minéral qu'il met là-dedans. Donc, même si le producteur a une très haute productivité dans ses pâturages, il donne du minéral à volonté tout l'été. Les vaches et les veaux n'en manquent jamais. Donc, ça, c'est un bel exemple de petites choses assez simples à confectionner qui peuvent nous faciliter la vie. Puis là, ben, comme je disais tantôt, ben, il vous reste aussi à vous demander ben, qu'est-ce que vous allez faire de vos journées. Parce que je fais des blagues, mais on disait tantôt qu'on gardait les animaux au pâturage plus longtemps, on s'enlevait de l'ouvrage finalement. Ben, on diminue notre charge de travail par vache, puis c'est réel. Fait que si je m'en vais dans l'extrême puis que je passe de 96 jours de paisance à 166 jours de paisance, ben concrètement, c'est 70 jours de plus sans avoir à alimenter le troupeau, sans avoir à partir le tracteur le matin, aller porter des balles rondes, être obligé d'écurer l'étable, remettre de la litière. Fait que même si vous améliorez même si ça serait juste 20-25 jours de plus de temps au pâturage, c'est 20-25 jours que vous pouvez faire d'autres choses sur votre ferme, sur votre entreprise ou du temps que vous pouvez prendre pour vous aussi. À vous de décider. Fait que c'est ça. Ici au Québec, on a des représentants, on a des gens qui connaissent bien les pâturages. Probablement aussi que vous avez des personnes ressources dans votre région. N'hésitez pas à leur poser des questions. N'hésitez pas à faire appel à leur expertise pour vous aider si vous êtes intéressé à changer un peu votre pâturage puis essayer d'aller chercher du rendement supplémentaire. Je pense que ça peut être payant assez rapidement. Donc, c'était
C'était tout pour moi. Je vous remercie. That was amazing, Jessica. Thank you. Just try to. That was amazing, Jess. Thanks for those scenarios. Thank you. Bang on. Any questions for Jess? Merci beaucoup, Jessica, pour votre présentation. Pourriez-vous nous envoyer vos calculs que vous avez nous montrés? Oui, pas de problème. Je pourrais faire un léger résumé là, des calculs, puis envoyer ça. J'ai le contact à Mme Brenda. Est-ce que Mme Brenda serait en mesure après ça de transférer ça aux participants? J'imagine que oui, mais je vais m'organiser. Très bien. Merci beaucoup. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, alors c'était bien. Les scénarios que tu as donnés, les mesures pour couper les coûts, la profitabilité, du point de vue de l'investissement, un peu d'infrastructure, un peu de temps de gestion, mais vraiment, ça démontre beaucoup meilleure performance économique de tes 135 vaches-veaux, opération vache-veaux, quelle proportion qui sont à ce niveau-là? Et as-tu une idée des limites pour les producteurs au Québec qui n'iraient pas dans cette direction-là? Et étant donné que tu as montré que c'était une opportunité financière. En fait, je vous dirais, là, en ce qui concerne la proportion de producteurs qui peuvent être aussi productifs, moi, dans mon cas, moi, je vous dirais que c'est peut-être un 15 je pense que je ne me tromperais pas trop de dire ça, qui sont vraiment là, très, très assidus sur le pâturage. Il en reste pas moins qu'il y a un gros pourcentage qui réussissent à très, très bien s'en sortir, mais aussi productif là, que, exemple, le producteur à Saint-Maurice que j'ai montré, là, je vous dirais peut-être un 15 ce qui limite les producteurs à s'améliorer, je vous dirais que c'est beaucoup de fausses croyances. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais les producteurs pensent que c'est tellement d'ouvrages faire ça. Ils voient juste la partie de « Oh mon Dieu, déplacer les animaux 2 fois par jour », puis parce qu'eux, ils sont habitués, ils les changent 1 fois ou 10 jours, puis à chaque fois qu'ils les changent, souvent, ça prend une éternité parce que les vaches et les veaux ne sont pas habitués. Ils courent partout après les vaches parce que les parcelles sont grandes. Fait que là, ils s'imaginent faire ça 2 fois par jour, puis ils pensent que ça va être le bordel. Mais ce qu'on remarque, les gens qui font ça de façon aussi intensive, les vaches attendent à la ligne. Puis une fois qu'on ouvre la barrière, là, ça prend 2 minutes, puis ils traversent. C'est super efficace. Ça prend peut-être 1 semaine là, au début de l'été là, pour que les vaches se retrouvent puis qu'ils s'habituent. Mais ça y va tout seul. Mais ça, c'est de le faire comprendre. Les producteurs, souvent, ils voient juste le travail supplémentaire. Puis, je vous dirais bien honnêtement, les chiffres que j'ai calculés là, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais ça prend un certain temps, là, calculer tout ça. Fait que je n'avais jamais mesuré l'impact, à quel point il pouvait être grand. Fait que cette présentation-là m'a aussi permis de... On va s'en resservir même au Québec de ces chiffres-là. Est-ce que j'ai bien répondu à la question?
Good. Oui, je suis d'accord. Là. Moi, je les déplace aux 3 jours. Et c'est pas mal facile parce qu'ils t'attendent, tu baisses la barrière, ils traversent. Et je peux les déplacer où je veux parce qu'ils vont me suivre. Je n'ai jamais besoin de courir après. Trevor? Pas nécessairement une question, un commentaire. On a fait de la rotation et je n'ai pas de plainte là-dessus. Peut-être pas à 3-4 jours, mais c'est un commentaire que j'ai. Peut-être que j'essaierai une fois par jour, peut-être. C'est que je ne peux pas marcher près d'elle avec le side-by-side ou peu importe. Ils pensent, quand ils me voient, qu'ils vont déménager. Alors, si je vais dans le champ pour vérifier les veaux et les vaches courent, on va à un nouveau pâturage. Alors, je ne dirais pas que c'est une plainte, et peut-être si je les déplaçais plus souvent, ce ne serait pas un problème. Mais j'ai découvert que oui, je vois les avantages définitivement, pas de question. Mais c'était juste une petite anecdote de ma part. Hein. Oui, tu as raison. Bon commentaire, merci. Alors, Joan, une autre question. Pas une question. Je voulais dire comme Trevor, il fallait que je me cache avec un peu avec mes vaches. Et je fais le vêlage l'été, je dois vérifier dans le champ et je suis dans le pâturage 2-3 fois par jour. Et dès que j'arrive à la barrière, je suis en difficulté. Alors, il faut que je me cache un peu. Et utiliser différentes entrées si je veux les déplacer. Alors, c'est une question de stratégie. Alors, définitivement, ils me suivent. Alors, c'est plus une gestion des humains qu'une gestion des animaux. Donc, on va terminer. Très bien. Alors, on a une version traduite de tes diapos. Très bien, oui. Alors, on va rendre les diapos disponibles en français et en anglais. On va envoyer par PDF. On va les envoyer aux participants et tous les calculs seront là aussi. Très bien. Moi, je peux mettre en fait plus de calculs si les producteurs veulent. Je peux envoyer plus d'informations à Brenda et pourrais la mettre avec ma présentation en anglais. Alors, on aura peut-être l'occasion de travailler ensemble cet été avec l'annonce pour le de bons détails très appréciés. Merci beaucoup. Bonne journée.